Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie d'Anne Tufigo et nous parlerons de médiumnité. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Anne Tufigo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Alors nous allons parler de médiumnité et de contact avec les disparus. Comment avez-vous découvert la médiumnité et comment se traduit cette médiumnité aujourd'hui ? Alors, vous dire que j'ai découvert ma médiumnité, c'est un bien grand mot. Elle s'est révélée à moi et on parle souvent d'événements marquants dans une vie pour que la médiumnité apparaisse. Pour ma part, j'étais relativement jeune puisque j'ai perdu ma maman en 2004 et ça a été, je dirais, un phénomène déclenchant chez moi. Depuis toute petite, j'avais des perceptions, des certitudes intérieures et aussi beaucoup de clairvoyance. Tous ces mots que j'utilise aujourd'hui pour vous les nommer et les décrire paraissent simples, mais quand on a 6-7 ans, je mettrais plutôt les mots de terreur et d'angoisse et de profond malaise. Voilà, donc ça a été très compliqué durant toute mon enfance à comprendre, accepter et vivre. Voilà. Alors comment le phénomène s'est présenté ? Est-ce que vous avez vu des entités comme ça apparaître ? Comment ça s'est passé finalement ? Oui, j'ai vu, j'étais toute petite, j'ai une petite fille qui a 6 ans aujourd'hui, je pense que j'avais à peu près son âge lors des premières apparitions. Il faut savoir que je n'ai pas connu mes grands-parents, ni paternels ni maternels, parce qu'ils étaient déjà décédés. Et la première personne que j'ai vue, enfin la première entité qui est apparue dans ma chambre, fut ma grand-mère maternelle, donc je n'ai jamais connue, mais que j'ai reconnue, je mets les guillemets qui s'imposent pour le mot reconnaître, tout de suite. Voilà, elle est décédée dans des circonstances tragiques et elle était fort mal et voilà, elle était au pied de mon lit et j'ai eu très très peur parce que déjà je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et parce que j'avais bien compris du haut de mes 6 ans que je n'avais pas affaire à quelqu'un de terrestre, de présent. Voilà. Donc ça a été une source d'angoisse et elle est restée un moment avec moi dans mes nuits où j'avais plus du tout envie d'aller dormir, vous l'imaginez bien. Et à un moment donné, j'ai ordonné, si je puis dire, de ne plus jamais voir ce genre de choses, que ça me faisait très peur et que je n'en avais plus envie. Et la clairvoyance s'est un peu atténuée, amenuisée. Vous savez qu'en général, c'est pour mieux réapparaître et pour apparaître différemment. Ouais. Et là, la clairaudience s'est fortement développée. Voilà. Alors, lors de la première apparition de votre grand-mère, est-ce que vous avez eu un contact télépathique ? Je l'entendais pleurer. Voilà, oui. Je savais qu'elle était en grande souffrance et en grand chagrin. Elle n'a pas prononcé de mots. Je comprends qu'elle n'en était sans doute pas capable. Mais je dirais que ce chagrin, voilà, je le percevais comme on peut percevoir une émotion vive. Voilà, je dirais que ça transpirait de sa présence. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'elle avait exactement l'apparence d'une personne humaine, vivant sur le plan physique ? Oui, elle avait une apparence humaine. Je l'ai décrite tout à fait, j'allais dire, d'après mes ressentis, parce que je n'avais même jamais vu de photo d'elle. Voilà, je découvrais cette femme. Hormis son prénom, je ne savais pas à quoi elle ressemblait de son vivant, mais j'ai été frappée par certains airs de ressemblance avec ma mère notamment, et j'ai pu par la suite, puisque j'ai découvert une photo d'elle, être très surprise et saisie de voir que cette première apparition que j'avais eue d'elle correspondait à des images de jeunesse. Elle devait avoir une trentaine, une quarantaine d'années, je pense. En fait, quelque part, c'était un peu une reconnaissance d'âme à âme. Exactement.
Je pense que c'était un legs, si on peut appeler ça ainsi. Les histoires de famille disaient que cette femme avait fait venir chez elle des prêtres exorcistes ou des choses, vous savez, de l'ordre qu'on tait, qu'on ne dit pas. Je précise que moi je suis née dans une Normandie post-guerre. Mon grand-père maternel a été interné dans les camps de concentration. Mes grands-parents paternels ont subi les bombardements lors du débarquement, ont perdu leur maison. Donc Dieu n'avait pas sa place dans ma famille et surtout pas en Normandie dans les années 70. Donc il était hors de question d'aborder ou la spiritualité ou l'ésotérisme ou quelque autre art divinatoire que ce soit. Donc on parlait d'elle, vous savez, comme de quelqu'un qui finalement avait des problèmes ou qui n'était pas entre guillemets normal. Donc je pense que qu'elle vienne me voir à ce moment précis, comme vous le dites, c'était une forme de reconnaissance, mais aussi peut-être que j'étais à ce moment-là le canal tout désigné pour être à même de la percevoir et de la saisir. Alors, est-ce que après elle est réapparue et comment s'est traduit la médiumnité? Comment, si vous voulez, vous avez percevu d'autres phénomènes ou d'autres entités? Je suppose. Alors, je n'ai plus perçu d'entité parce que j'avais réclamé de ne plus jamais les voir et j'ai été très véhémente, j'étais très en colère d'avoir peur tous les soirs au moment du coucher. Par contre, la clairaudience s'est développée très fort et j'ai reçu ce qu'on appelle par le biais de songes ou par le biais de flash, on appelle ça des perceptions rapides, des informations qui ont été très vives et qui, hélas, ou heureusement se sont confirmées par la suite, oui. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous dans cette médiumnité? Quel est le cheminement que vous avez fait depuis l'apparition de votre grand-mère? Ma grand-mère a laissé place à ma mère puisque celle-ci est décédée brutalement en 2004. Je tiens à préciser que dans ce drame que j'ai vécu, parce que j'avais une vingtaine d'années, je n'y étais pas préparée. Lorsqu'on enterre ses proches, tout du moins dans notre société occidentale, on se retrouve au funérarium et on voit les gens déposer des objets, des souvenirs, des photos. Et je voyais tout un tas de gens, de proches déposer soit des photos, des fleurs, des bijoux et moi je me suis dit, approchant de cette sépulture, mais qu'est-ce que je vais pouvoir laisser moi finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et comme j'avais bien cette sensation qu'on n'allait pas s'en arrêter là, eh bien j'ai fait ce que je savais faire de mieux puisque j'enseignais les lettres modernes à cette époque. Je lui ai écrit, une lettre que j'ai d'ailleurs cachetée et sur laquelle j'ai mis un timbre. Ça peut paraître complètement ridicule. Sur le moment, c'était important pour moi de lui adresser cette symbolique. Correspondance. C'est symbolique. C'est symbolique, exactement. Je voulais que ça arrive à destinataire. J'ai mis ça dans son cercueil. Autant vous dire que ça a provoqué étonnement et tollé général parce qu'on s'est demandé ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, je mets ça en poste restante et peut-être que j'aurai des signes. Et ils ne se sont pas manifestés très très tardivement. J'en ai eu des magnifiques et très vite ma mère qui était profondément athée a mis, je pense, toute son énergie et tout son amour à essayer de communiquer avec moi. Et ça a été pour moi comme un top départ, une confirmation profonde et intime que ma vie n'allait plus jamais être la même à partir de ce moment-là. Et votre maman a communiqué de la même façon que votre grand-mère ? Pas du tout en apparition. J'ai eu beaucoup de synchronicité avec elle. J'ai eu aussi beaucoup de songes. J'ai eu, par le biais de mes confrères et consoeurs, de jolis messages en médiumnité. Mais elle n'a pas utilisé la clairvoyance pour apparaître à moi. Peut-être savait-elle que c'était quelque chose qui m'effrayait et qu'elle a respecté ça. En tout cas, elle avait beaucoup d'humour de son vivant, elle n'en a pas manqué non plus, elle n'en manque toujours pas dans ses messages. Donc je pense que ça a été une façon, vous savez, comme on laisse sa patte, comme on laisse son empreinte pour bien montrer que c'était elle, eh bien elle a gardé les mêmes codes qu'on avait entre elle et moi lorsqu'elle était encore ici-bas. Alors aujourd'hui, je suppose que vous avez apprivoisé le phénomène.
Je pense que tous mes confrères et consoeurs vous diraient qu'on n'apprivoise jamais rien, on est en perpétuel apprentissage. Je suis un instrument, j'ai toujours considéré que mon corps, mes sens étaient comme des instruments qu'on affinait au fur et à mesure. Il m'arrive encore d'être toujours surprise de ce que je peux ressentir ou de la façon dont je peux le ressentir et j'ai des moments de doute aussi et des grands moments de joie d'avoir des signes magnifiques de la part d'entités, de gens que je ne connais pas du tout. Pour moi, c'est une perpétuelle récompense. Mais vous n'avez plus peur maintenant? J'ai toujours peur. Je suis angoissée. Je doute, j'ai peur. Je suis balance, hein, donc vous savez, le doute, c'est. Mais je vais reprendre un poncif de la philosophie. Douter, c'est déjà mettre une pierre à l'édifice de la pensée. Donc je trouve que c'est toujours formateur et que ça permet d'avancer. Douter, je dirais que c'est le plus important pour pouvoir déjà ne jamais se reposer sur ses acquis et toujours avoir envie de comprendre autre chose. Mais il faut pas trop douter quand même. Et bon, on essaie de se lancer au bout d'un moment. Et vous savez qu'on peut avoir la méthode douce, mais en général, ici haut, il s'emploie à nous montrer qu'il va falloir aller plus vite qu'on ne le pense et qu'il va falloir mettre les peurs de côté. Oui. Ben nous, on l'espère aussi, hein. Parce qu'on trouve qu'ils sont un peu trop discrets. Non, mais j'ai toujours été élevée dans un univers très pragmatique. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Sécuritaire. Je disais toujours que je ne voulais pas être une saltimbanque. J'ai toujours voulu mettre beaucoup de sécurité dans tout. Et puis, voyez, finalement, je me laisse guider à travers eux, puis surtout à travers les messages que je reçois. Donc, j'ai lâché prise un peu. Alors, vous entrez donc en contact avec les décédés. Comment se passent les contacts aujourd'hui? Et quels sont surtout les messages qu'ils vous adressent? Oui, je reçois les messages des défunts déjà à diverses occasions. Je me déplace partout en France, en Belgique également dans des associations. Il faut savoir qu'en France, il y en a à peu près 75, on n'en parle pas assez souvent. C'est vrai. Qui aident les gens à traverser une épreuve, un deuil, une souffrance, ou qui sont tout simplement en recherche spirituelle. Dans toutes les régions maintenant de France s'organisent des réunions, des conférences mensuelles où je rencontre des anonymes, j'allais vous dire, qui ont besoin d'être éclairés. Et donc on fait venir des conférenciers et suivi de médiumnité publique à laquelle je participe. Et les gens me déposent des objets, des photos, parfois rien, parfois juste un prénom. Et à cette occasion, je délivre des messages de leurs défunts. Donc c'est toujours très fort parce que c'est une synergie de groupe, c'est une collectivité. Les gens ne se connaissent pas, je ne les connais pas. C'est aussi une façon pour moi de partir toujours de zéro, comme j'aime à le dire. On peut aussi me rencontrer dans un cadre plus personnel, plus intime, c'est-à-dire en séance privée, mais la connexion est toujours la même. Voilà, j'établis un contact avec ceux qui sont partis. Vous savez, on a parfois des souhaits et parfois ce sont d'autres personnes qui viennent à nous. Il faut savoir respecter ça aussi parce qu'il y a toujours des messages forts. Là-dessus, je voulais aussi dire que les messages auxquels on s'attend sont peut-être pas toujours ceux auxquels on pense. On a souvent caricaturé les médiums en disant moi aussi je peux le faire, oui je vais bien, je t'aime, à très bientôt, tout va bien ici. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les messages sont toujours dans le souci de ce que nous sommes, de ce que nous vivons sur ce plan terrestre. Ouais. Ils viennent nous donner des conseils, ils viennent nous aider, ils viennent nous gronder, ils viennent nous aimer. C'est toujours, vous savez, comme si ils devaient nous montrer que la vie ne s'arrêtait pas et que de là où ils étaient maintenant, ils pouvaient même un petit peu plus interagir avec nous pour qu'on puisse choisir le bon chemin. Donc c'est une continuité. C'est une continuité, oui. Moi, je suis frappée de voir quel intérêt, et quand je dis intérêt, c'est vraiment au sens d'empathie, d'amour. Il nous guide sur des tout petits détails de notre vie. Ça peut être parfois très pragmatique, très matériel, et puis aussi parfois rempli d'espoir, de spiritualité, et puis de foi. Voilà, c'est au gré, vous savez, on est aussi au gré de ceux qui veulent bien nous écouter, à quel moment de notre vie, sur quel chemin on est, et ils ont une pierre à mettre.
Est-ce que vous avez eu des messages pour des personnes en conférence de la part de leurs défunts assez percutants qui ont apporté justement des preuves où on ne peut plus douter de l'après-vie? Oui, enfin, plein, il faudrait que je puisse les lister, etc. Souvent, alors les preuves sont aussi très souvent pour moi en premier. Il m'arrive d'utiliser du vocabulaire. Alors Dieu sait que j'adore les mots, la littérature, c'est forcément ma partie, si je puis dire. Mais il m'est arrivé en salle d'utiliser des expressions propres à leurs défunts. J'étais en salle parisienne une fois et puis j'avais le grand-père d'une dame qui était là et qui était en train de me dire que toute sa vie, il avait énormément marné. Et je ne connaissais pas la signification de ce mot, en fait. Le mot marner, qui, je crois, provient de l'argot. Ça veut dire travailler? Voilà, qui veut dire travailler. Voilà, à travers ce mot qui n'est pas très usité aujourd'hui, elle a reconnu tout à fait son grand-père. J'ai eu un autre jeune homme aussi une fois qui, à la fin d'une séance, voulait plus par curiosité avoir un message de son grand-père qu'il n'avait jamais connu lui-même. Donc il me donne son prénom, je le note sur une feuille de papier et je lui dis écoutez, tout ce que je peux vous dire c'est il vous tend un sifflet, voilà, et il siffle. Alors j'avais bien conscience que, comme dit l'adage, ça allait être un peu court, jeune homme. On aurait dit Cyrano, mais je n'avais rien d'autre, donc je voulais pas ni broder ni garnir. J'ai dit écoutez, tout ce que je peux vous dire de ce grand-père c'est ça. Il m'a dit bon bah je vais me renseigner, j'en sais pas moi-même, je ne l'ai jamais connu, il est décédé, j'avais 5 ans. Et il m'a rappelé 2 jours après, il était très très énervé et excité, je dirais plutôt. Ce monsieur qui était un monsieur, voilà, un paysan, un homme de la terre, avait pour habitude, parce qu'il avait une mémoire très défaillante, de ne jamais se rappeler des prénoms des gens de son entourage. Donc au lieu de les nommer par leur prénom, il les sifflait. Voilà, il avait l'habitude de siffler tout le monde et sa mère a pu lui confirmer cette information qu'il ne possédait pas lui-même. Donc c'est aussi ça, apporter des preuves de survivance, c'est-à-dire que et lui et moi n'étions que finalement de support pour essayer d'apporter une information parce qu'on parle souvent soit de télépathie, soit d'intuition, soit de devinette. Pour le coup, ça n'était pas possible. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Anne Tuffigo, médium. Nous parlons de médiumnité. Alors vous donnez des conférences à Paris, j'ai relevé 2 thèmes sur votre site internet. Oui. Comment 2 mondes cohabitent et se réconcilier avec sa propre existence. Alors comment ces 2 mondes cohabitent justement? Je parle souvent du mythe de la caverne, en fait, pour parler de 2 mondes qui cohabitent. Donc le mythe de la caverne de Platon, dans l'ouvrage de la République, où on parle de tous ces forcenés qui sont enfermés dans une caverne et qui n'ont de perception du monde extérieur que des bruits étouffés, une lumière affaiblie et voilà, de ce qu'on leur raconte de la vie extérieure. Et je trouve que cette allégorie, elle est tout à fait juste, et pour moi, mais aussi pour nous qui sommes dans un monde de perception sensible. Le jour où un de ces prisonniers sort de la caverne, a une véritable vision du monde extérieur, des couleurs verdoyantes, aveuglantes, des sons parfois inaudibles, etc. Quand il retourne dans la caverne pour raconter tout ça à ses comparses et ses compagnons d'infortune, non seulement on ne le croit pas, deuxièmement on le traite de fou, et troisièmement on le chasse. C'est à peu près ça, faire cohabiter 2 mondes, c'est-à-dire ne jamais se contenter de ce qu'on sent, de ce qu'on croit et de ce qu'on nous a dit, et c'est toujours aller chercher le un peu plus loin. Je trouve que c'est cette curiosité-là qui force le respect et qui nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes et surtout au-delà de ce qu'on nous a raconté. Alors, surtout, nous le racontaient nos parents, l'éducation, la société, les religions, quiconque prétend avoir un savoir universel. Voilà, c'est ça, à faire cohabiter 2 mondes. Je ne vous dis pas que c'est toujours très facile. J'essaye
à travers mon parcours, ma vie. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, donc de savoir tout préconçu. J'ai eu une vie on ne peut plus cartésienne, matérialiste, sécuritaire, fonctionnaire, et j'essaye malgré tout de montrer que la médiumnité peut être aussi vécue de tous les jours, de façon simple, pragmatique. Je dis souvent que je n'ai pas besoin de vivre dans une yourte pour être spirituelle. J'essaye de l'appliquer dans mon quotidien et d'être aussi dans tous les gens qui m'entourent, dans ce que je vis, à l'affût de tous ces signes. Alors nous recevons des informations sur la réincarnation, du même coup des preuves qui nous sont données ici dans cette incarnation. Avez-vous des informations par l'intermédiaire justement des entités sur le phénomène de la réincarnation ? Oui, j'en reçois de plus en plus parce que je m'y intéresse de plus en plus. J'allais dire que je suis devenue très sensible à tout ça. C'est très drôle parce qu'au moment où vous me parlez, j'ai l'ouvrage de Sogyal Rinpoché, donc le livre tibétain de la vie et de la mort, juste devant mes yeux. Je dévore cet ouvrage parce qu'il m'apporte beaucoup. De plus en plus dans mes consultations, j'ai déjà des consultants qui sont curieux de vivre des rencontres plus ou moins fortuites ou fortes, et je reçois beaucoup d'informations concernant les vies antérieures, à savoir comprendre les interactions ou bien comprendre nos épreuves, comprendre nos défis, comme le disent les numérologues, dans la case des épreuves, il y a aussi des défis et des récompenses. C'est comprendre tout ça. Je dis souvent que les phénomènes de vies antérieures, de rencontres karmiques, on le vit tous dans notre quotidien. Vous rentrez dans une pièce et vous rencontrez une personne, elle n'a pas encore ouvert la bouche et vous vous dites je la sens pas, il y a quelque chose. Voilà. C'est vrai, oui. Jamais. Ouais. C'est vrai, on a vécu ça, que ce soit au travail. Et le contraire d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, on utilise bien « je ne le sens pas », on ne dit pas « je ne sens pas », on dit il y a une espèce de chose qui vous dépasse, c'est-à-dire c'est pratiquement instinctif, animal, ça. C'est vrai. Ou à la fois, vous allez rencontrer quelqu'un et puis au bout de 2 minutes, le dialogue va être aussi fluide que si vous aviez parlé pendant 10 ans ensemble. Tout à fait. Ça, c'est ce que j'appelle des retrouvailles, et j'essaye de faire comprendre aux gens qui viennent me voir, où est-ce qu'on a laissé les choses derrière soi, qu'est-ce qu'on a à comprendre de ces retrouvailles, et pourquoi parfois on a du mal aussi à couper des liens, parce que les vies antérieures et le karma, ça consiste aussi à ne pas réitérer certaines épreuves, certains thèmes. On parle de culpabilité, de pardon, de générosité, c'est très fort, très fort. Le professeur Stevenson a fait de nombreuses recherches, scientifiquement parlant, ça c'est quelque chose qui est très percutant et intéressant dans le domaine de la réincarnation. Oui, c'est vrai. Je me suis plutôt tournée, moi, du côté des thérapeutes et de l'hypnose. J'ai beaucoup lu Michael Newton, pour ceux qui... oui. Voilà. J'ai moi-même participé à des thérapies régressives. Je peux vous assurer que c'est absolument bluffant et très fort comme expérience. Ça m'a permis de comprendre aussi, avoir des clés sur certains thèmes de ma vie. Je pense et j'ose croire qu'il y a de plus en plus d'interrogations en ce sens aujourd'hui dans notre société actuelle, je le crois. Alors comment se passe une régression ? Une régression, c'est accéder à ce qu'appellent les thérapeutes un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, il intervient dans les songes, par exemple. Il intervient au moment où vous n'êtes pas tout à fait endormi et pas tout à fait réveillé. C'est un état dans lequel, alors Freud vous dirait le surmoi, d'autres vous diraient le mental, où le mental est en sommeil et où il permet justement à notre inconscient de se libérer et d'avoir des projections de l'ordre du songe ou de perception médiumnique, tout simplement. Donc on vous place dans cet état modifié de conscience et le thérapeute va avoir travaillé au préalable un thème avec vous. Alors un consultant peut venir le voir parce que des échecs sentimentaux successifs avec des hommes de même profil. Certains autres, c'est des spoliations permanentes dans le domaine matériel, enfin voilà, un thème récurrent. Le thérapeute au préalable prépare
justement des questions qui ont attrait en ce sens, et il vous engage, il vous invite à travers cet état modifié de conscience à régresser, à retourner dans vos vies antérieures pour comprendre ce que vous avez vécu et d'où vient ce thème, voilà, comment le dépasser, le transcender et surtout l'accepter, parce que dans un premier temps c'est être un petit peu plus acteur des épreuves qu'on pense subir finalement. Alors, est-ce qu'il y a des patients en état de régression qui se souviennent donc de leur vie antérieure, mais est-ce qu'ils prennent conscience de l'avoir vraiment vécu comme nous vivons cet instant-là, en ce moment? Oui, j'ai vécu, j'ai fait une interview, voilà. Mais je n'aurais de meilleur exemple que moi-même. Oui, justement. J'ai les choses. J'ai toujours été intéressée dans les périodes d'histoire, plutôt par le 19e siècle, bien évidemment, d'un point de vue littéraire, parce que j'adore les poètes romantiques. Mais je n'ai pas du tout été dans cette période-là lors de ma régression. Je suis tombée sur la période fin moyenâgeuse, que je ne connais mais alors pas du tout, parce que, voyez, d'ailleurs d'instinct, j'allais vous dire, sur les bancs de la Sorbonne, les cours de phonétique et de Moyen-Âge m'ennuyaient profondément, voire même me provoquaient un peu de répulsion. Oui, tout à fait. Et ben, je me suis retrouvée plongée dans cette période et j'ai pu rencontrer des gens, évidemment, qui se sont nommés donc, par leur prénom, et donc un duc qui vivait donc en Estonie avec le prénom de Christophe. Alors autant vous dire que quand j'ai repris mes esprits, la thérapeute avait noté pour moi toutes ces informations, et je suis allée comme une historienne le ferait, chercher sur internet et dans les livres d'histoire des informations, puisque moi-même je ne les possédais pas, et j'ai retrouvé ce personnage, j'ai pu en lire sa biographie, et petit détail amusant, sa date de naissance, donc l'homme avec qui j'avais affaire dans cette vie antérieure, était né un 29 septembre comme moi. Forcément, ce sont des faits que j'ai pu corroborer grâce à des informations historiques. Et j'étais absolument bouleversée parce que ça n'est pas du tout ni dans ma culture, ni dans mes connaissances actuelles. Donc j'ai pas été chercher ça, j'allais dire, au fond d'un tiroir, vieille leçon que j'avais prise à l'école, pas du tout. Mais alors, quand on est en état de régression comme ça, est-ce qu'on, par exemple, ce duc, est-ce que vous vous souveniez de l'avoir connu? Absolument, et je pouvais encore dialoguer avec lui. On avait vécu des événements forts ensemble. J'aurais pu, je l'ai décrit physiquement. C'était très troublant, oui. On a les sensations? On a les sensations. J'ai eu la chance, entre guillemets, de traverser deux vies antérieures. Dans l'une d'entre elles, j'étais un homme. J'avais la sensation physique que mon dos, alors pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont vu sur mon site, je suis un petit gabarit, hein. Moi je fais 1m62, je suis relativement fluette. Je sentais mon dos s'élargir, je sentais mes mains imposantes. C'est très très impressionnant de se sentir différent dans son corps, hein. Je pense que ça c'est vraiment une sensation qu'on ne peut pas soustraire à une autre. Est-ce que vous avez l'impression que dans le futur vous allez recevoir des enseignements, voire des informations sur le fonctionnement du monde de l'invisible que vous pourrez transmettre? Je le souhaite profondément. Ça a toujours été mon souhait, c'est-à-dire que sans paraître ni prétentieuse ni orgueilleuse, j'ai toujours pris ma mission en faisant un contrat avec eux, un contrat que j'ai écrit. Alors ça peut paraître complètement fou. Non. Moi j'avais toujours signé des contrats, Donc je me suis dit, j'accepte ma mission de médium, mais je vais signer un contrat avec l'univers, ça me paraît évident, c'est mon nouvel employeur. Et je leur ai dit que si j'avais pas en lieu et place d'utilité à être là ou de rôle précis, c'était pas la peine. Je pense que des médiums, il y en a plein, des gens dans la spiritualité aussi. Je voulais, puisque c'est un vrai sacerdoce, je voulais avoir des choses à comprendre et à faire, et j'ai été très vite parachutée entre guillemets dans ces associations et dans cette aide au deuil. J'ai compris qu'effectivement j'avais, si ce n'est un enseignement, un accompagnement et beaucoup de choses à partager.
je pense qu'il n'est pas anodin que je vienne d'un milieu littéraire et d'enseignement. Ça me paraît une passerelle pour pouvoir par la suite, dès que le moment se positionnera, dès que ça sera l'occasion de le faire, soit de laisser un témoignage écrit, soit de continuer les conférences comme je le fais, parce que je pense qu'il y a un vrai message à délivrer, oui. Alors on dit que la planète Terre a changé de vibration, est en train de changer encore de vibration, donc elle abaisse ses fréquences. Est-ce que vous avez l'impression que on va avoir des corps de plus en plus éthérés et qu'on va rentrer beaucoup plus facilement en relation avec le monde de l'invisible? Oui, je le pense. Non seulement je le pense, mais j'ai de plus en plus de témoignages de gens qui m'appellent bouleversés parce que ils vivent des choses qu'ils ne peuvent pas classifier dans les émotions, les certitudes, les compréhensions. Je pense on parle, vous le savez, d'enfants indigo et cristal. Oui. Je sais que la génération, voilà, je suis moi-même, je peux l'observer à travers les réactions de ma fille. Voilà, il y a un domaine d'ouverture, de sensibilité et de bagage qui est bien plus important que le nôtre. Je crois que tout ce qu'on traverse, que ce soit des crises économiques, financières, politiques, on nous démunit, on nous déshabille de toutes ces choses qu'on pensait sûres pour faire fonctionner en nous d'autres mécanismes. Et je crois que c'est de plus en plus marqué, oui, justement. Alors donc, ça correspondrait à 2012 ? En changement d'époque. Je pense qu'on a déjà commencé. Oui. Je dirais même qu'on a déjà commencé depuis l'année dernière. Moi, je sens ces changements vibratoires très forts déjà depuis la fin 2011. Alors, les Mayas ont bon dos avec 2012, j'allais vous dire. Encore une façon aussi, en parlant de fin du monde, d'instaurer les peurs. Exactement, et les tout à fait. Moi, je pense qu'on est en train de participer chacun de façon individuelle et donc collective à un profond bouleversement et changement et je pense que justement en nous déshabillant de tout ce dont sur lequel on a l'habitude de s'appuyer, nos finances, notre société, nos petites habitudes, on nous force entre guillemets à fonctionner autre chose. Oui. Est-ce que les entités vous donnent des conseils à transmettre à nous terriens pour faire face à ces grandes difficultés que nous vivons actuellement? Parce que c'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. On est tous brassés. Vous savez, je reçois des indications pour chaque année. Par exemple, en début d'année, je m'agaçais à titre tout à fait personnel de déceptions que j'avais pu vivre sur le plan amical, relationnel, professionnel. Je me suis vue à un moment donné très triste en me disant mais qui sont tous ces gens finalement? Est-ce que je me suis trompée? Et j'ai reçu un message très fort, voilà, où on m'a dit 2012 est l'année où les masques tombent. Alors c'est pas la fin du monde, non. C'est l'année où on est en train de vérifier, voilà, tous ceux qui avaient caution et intérêt à être auprès de nous. Et je pense que c'est une année de grande révélation. Et au fur et à mesure de mes consultations, de mes séances, je remarque que les gens vivent tous ce genre de révélation, voilà, sur eux-mêmes, mais donc aussi sur les gens qui les entourent. Oui, alors c'est parfois violent, mais ça permet aussi de comprendre avec qui on doit avancer et comment on doit avancer. Oui, ça va bouger, il n'y a pas de problème. Ça va bouger, oui. C'est sûr que ça bouge. Voilà, c'est plutôt par le biais de phrases fortes, comme des orientations. Voilà, je trouve que c'est très fort. Je trouve qu'il y a aussi une forte résonance avec le tarot de Marseille. J'aime beaucoup m'appuyer dessus. Alors pas du tout pour le tirer. C'est des supports. Ce n'est pas le support que je préfère du tout, mais parce qu'il fait écho à la numérologie. Vous savez que le 12, c'est aussi la carte du pendu. C'est quand on a les pieds, voilà, il est suspendu par les pieds, ce pendu sur cette carte qui fait un peu peur, mais c'est exactement ça. C'est se libérer de toutes ces fatalités, c'est-à-dire les fatalités familiales, personnelles, sociétaires, politiques. On est en train d'être un peu dépouillé pour pouvoir mieux avancer. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quelques
temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Anne Tuffigo, médium. Nous parlons de médiumnité. Alors le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que nous recevons régulièrement ici sur cette antenne, nous dit que en France, nous sommes spirituellement sous-développés. Qu'en pensez-vous ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. J'aurai peut-être la chance de le rencontrer. On tourne dans des associations, mais on va bien finir par se... Vous croisez. J'ai la chance d'avoir dans mes amitiés voilà, une personne qui m'est proche et qui est mauricienne. C'est elle qui m'a conseillé d'ailleurs le livre tibétain de la vie et de la mort. J'ai une autre amie qui est de la Mauritanie. C'est vrai que quand je m'abreuve auprès d'elle de leur savoir, de leur culture, vous savez, quand parfois j'ai des consultantes africaines qui viennent me voir, eh bien elles arrivent, elles posent leur sac, elles me disent la semaine prochaine je retourne en Sierra Leone et je vais aller parler à maman au cimetière. Et elles vous disent ça comme si elles étaient en train de vous parler de la pluie et du beau temps, et je suis fascinée de voir ça, parce que nous déjà si on va au cimetière on va pleurer en silence et rapidement, et alors parler de nos entités, de nos défunts et d'ouverture spirituelle, il y a du travail, oui, il y a du travail. Je trouve que j'apprends beaucoup de mes consoeurs, de mes amitiés, et le professeur Charbonnier a tout à fait raison. On a encore beaucoup à faire. Je trouve qu'on n'en est qu'à la genèse. Oui. Alors précisons qu'on peut parler à ses amis de l'invisible, pas spécialement en allant au cimetière, mais on peut leur parler n'importe où, dans la cuisine, dans le jardin, un peu partout où on se trouve. Oui, ça je pense que, comme le disait très bien l'autre, les cimetières sont vides. Ils sont vides, voilà. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est pour ça que la plupart de mes consultants, quand ils perdent quelqu'un de cher, me rappellent quelques temps plus tard pour me dire qu'ils ont eu des songes très forts, ou bien qu'ils ont eu... Michael Newton en parle très bien dans ses ouvrages. Les premières facilités pour nos défunts, nos entités, sont les transferts d'énergie. Donc, c'est-à-dire une sensation physique, vous voyez, une chaleur, ou au contraire un courant d'air frais autour de soi, la sensation d'avoir une présence alors que vous êtes seul dans une pièce. Il y a aussi les songes, voilà, quand vous êtes trop dans le mental pour avoir un signe, j'allais dire en toute conscience, eh bien on vient vous chercher dans un rêve pour vous délivrer des messages. Il y a aussi beaucoup de perceptions olfactives, les gens qui fumaient, ou les femmes qui cuisinaient beaucoup, ou les femmes coquettes viennent vous apporter un signe olfactif avec une odeur familière. Oui, c'est très riche finalement. Alors que pensez-vous de la désinformation religieuse, alors toute religion confondue, oui. Voilà, bien sûr, qui sévit depuis des siècles? Je pense que le vecteur de toutes ces désinformations, mésinformations, ça toujours et sera toujours la peur. Voilà, je crois qu'on essaye de tenir les gens, entre guillemets, avec les peurs. Peur de ne plus avoir d'emprise sur eux, peur d'accéder peut-être à une connaissance qui pourrait nous redonner du pouvoir. Et dans le mot pouvoir, j'entends par là des appétences et des compétences. Je pense qu'il y a surtout une peur de perdre la masse. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Et ce que je trouve dommage, c'est de ne pas laisser l'individu dans sa découverte de lui-même et dans sa foi, mais dans sa foi avec un grand F. Et tant qu'on mettra sur les mots de médiumnité, de mort, d'après-vie, les mots de peur et de silence, on aura encore beaucoup à faire. Alors justement, avec ce changement de vibration et aussi les découvertes scientifiques qui avancent, ça me fait penser au NDE, enfin toutes ces choses-là. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que nous allons retrouver notre savoir, nous retrouver nous-mêmes tout simplement, et retrouver aussi le monde invisible, communiquer beaucoup plus facilement avec eux, et que justement toutes ces religions vont devenir obsolètes?
J'en suis intimement persuadée. Je pense que nous tendons vers une nouvelle unité spirituelle. Alors malheureusement, l'être humain a toujours besoin de vivre des drames pour prendre conscience. Je vous parlais tout à l'heure de la méthode douce et de la méthode forte. Est-ce qu'il faut attendre encore des guerres, des conflits, des désastres climatologiques pour retrouver une spiritualité perdue? Je le crains malheureusement. On a toujours besoin d'être un peu mouvementé, un peu bouleversé dans nos quotidiens, mais il y aura cette prise de conscience. Je trouve qu'elle est déjà émergente et que, hélas, s'il faut encore quelques drames, on va devoir en passer par là pour prendre conscience. Mais il semblerait que la Terre a un but, donc de s'alléger et de rejoindre le monde spirituel, donc il va bien falloir, à un moment ou à un autre, qu'on suive. Oui, il le faudra. Il faut qu'on suive et j'invite tout le monde à lire justement ce livre tibétain de la vie et de la mort parce que c'est le ministre brésilien de l'Environnement qui disait que justement on était en train de saccager, d'empoisonner la terre et bien sûr l'écosystème et que parler aux concitoyens de l'après-vie, de la mort et de ce chemin jusqu'à l'après-vie, c'était déjà sauver la terre parce qu'on vit tous, vous savez, dans ce carpe diem dont après nous la fin du monde, on le dit tous. Oui. C'est d'ailleurs une expression populaire, boire le calice jusqu'à la lie, etc. Si nous avions un peu plus conscience de notre rôle terrestre et de cette après-vie à laquelle finalement on ne fait que se préparer, je pense qu'on serait un petit peu plus respectueux de notre terre et surtout de ce qu'on doit laisser sur ce passage. Oui, alors comme certains qui s'évertuent à polluer la planète et qui nous disent après nous la fin du monde, on évoquait la réincarnation tout à l'heure, on pourrait penser que ces gens-là vont revenir pour essayer de corriger justement ou de nettoyer un peu la planète. Oui, comme j'aime à le dire, ils vont rejouer. On va rejouer. Alors j'ai pu entendre récemment une interview d'un psychiatre, Philippe Vallon, pour ne pas le citer, qui semble dire que tous ces phénomènes sont dans la tête, dans le cerveau. Que répondez-vous à ces personnes ? Je dis que croire qu'on est fou, c'est déjà un signe de grande et bonne santé morale. Je suis avant tout une chercheuse de la vérité. C'est toujours comme ça que je me suis définie. Si je suis folle, j'allais vous dire, je parais très très bien quand même. Je joue très bien le jeu. Alors, je pense qu'encore une fois, la folie ferait donc écho à la non-normalité. Vous voyez, dans ces contradictions-là, je crois qu'on veut encore trouver des antinomies qui sont sans correspondance pour moi. Alors la mécanique quantique a fait des progrès. Certains scientifiques, eux aussi, avancent. Jacqueline Bousquet fait des conférences justement sur les champs morphogénétiques et sur le champ ultime de conscience. Donc c'est des travaux qui ont été faits par Émile Pinel et repris donc par Jacqueline Bousquet. Toutes ces choses-là font que finalement ça avance, on avance et que le monde invisible est concret. On parle d'un champ de conscience. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense aussi à tous ces anonymes qui, comme vous l'aviez dit précédemment, sont de plus en plus nombreux à témoigner sur les EFM, les expériences de mort imminente et les EMI, pardon. Voilà, je pense à Nicole Dron parce que ça a été une des premières à avoir le courage de se lancer au devant de tous. Quand j'entends aussi parler Stéphane Alix de ses recherches sur l'après-vie et qu'il arrive à en faire un format télévisuel aujourd'hui et à drainer les foules autour de ça, j'ai bon espoir de penser qu'on avance à grands pas par rapport à ça. Et moi je suis ravie de voir un Clint Eastwood faire un film autour de l'après-vie et de tous ces anonymes qui finalement vivent des choses extraordinaires. Oui. Et on peut évoquer la célèbre NDE de Pamela Reynolds aux États-Unis. Oui,
Oui, tout à fait. J'ai lu aussi beaucoup de choses concernant le docteur Melvin Morse qui a parlé du point de Dieu et qui a énormément travaillé avec les enfants, notamment puisqu'il est, je crois, toujours pédiatre, et il a énormément répertorié justement ces témoignages d'enfants qui ont fait des NDE et qui ont été capables de décrire des univers ou des personnes qui, du haut de leurs 7, 8, 9, 10 ans, auraient été tout à fait incapables de pouvoir décrire, oui. Et ils disent tous que c'est une vie qui est beaucoup plus forte qu'ici. Je crois que nous ne faisons qu'une copie, une pâle copie ici-bas de choses, d'énergie, de vibrations d'autant plus intenses et fortes. Oui. Voilà, tout à fait. Et alors je parlais de Pamela Reynolds parce que quand même Pamela Reynolds c'est un cas, hein. Elle a été opérée d'un anévrisme au centre du cerveau, son cœur a été arrêté, son cerveau arrêté, le corps a été mis à une température de 14 ou 15 degrés je crois, donc il y avait plus de vie, hein. Comme dit Jean-Jacques Charbonnier, elle était morte de ses mortes, hein. Je crois, elle a pu retracer des dialogues qui s'est fait pendant son intervention, je pense. Oui, et oui, elle a tout vu ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Et en plus, les chirurgiens avaient tout consigné, tout collait, hein, je veux dire, ça a été vérifié. Oui, hein. Bon, après, elle a vécu la phase du tunnel, elle a vu le monde de l'autre côté. Donc, comment peut-on, contester, quoi? C'est là où on peut se poser des questions. Toujours quelqu'un pour contester, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais de moins en moins. Je pense que je suis ravie qu'aujourd'hui les scientifiques agissent de concert avec les thérapeutes, les médiums et les gens de la spiritualité pour apporter leur crédit finalement. Voilà, je suis ravie de voir que la mort et l'après-vie puissent être abordés sous tous les thèmes différents, oui. Alors vous donnez des conférences à Paris et en province ? Oui, un peu partout. À Paris, relativement fréquemment. Et puis, dans toutes mes associations de cœur, comme je le dis, un peu partout en France et puis aussi en Belgique. Oui. Alors chez nous, dans le sud, vous venez dans quelle ville ? À Nîmes, à Bordeaux, à Toulouse Voilà, je vais à Toulouse. C'est vrai que le sud ne m'a encore reçu, mais ça a été aussi pour des histoires plutôt logistiques. Oui, oui. En revanche, je vais retourner en novembre prochain à l'association qui est très connue, l'association Source de Vie à Toulouse, donc voilà, que préside Yves Linès, et j'ai beaucoup de joie à y aller parce que lui aussi de son côté il œuvre pour les travaux sur l'après-vie, puisqu'il est expérimentateur, comme on dit, il fait de la TCI. Oui, oui. Et voilà, j'irai à Grenoble aussi en septembre prochain. Le Sud s'ouvre petit à petit à moi et j'en suis ravie. Marseille et Monaco peut-être prochainement. Bientôt, oui, je sais qu'il y a une très belle association également. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y en a 75 et si je veux vraiment m'occuper tous les week-ends, j'ai largement de quoi faire. Donc, voilà, je suis obligée aussi de faire en fonction du calendrier. Alors quels sont les thèmes que vous développez dans ces conférences ? Alors je parle beaucoup des signes, donc voilà les signes que l'on reçoit, mais aussi le travail et le temps du deuil. J'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup d'intérêt pour les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, évidemment. Donc dans ces associations où les deuils ou les épreuves sont parfois frais, j'essaye de les accompagner aussi, de leur parler de ces travaux et puis de leur expliquer ce qu'est le temps du deuil et comment percevoir les signes de l'au-delà, parce que c'est vraiment des clés pour eux pour pouvoir accéder à cet univers de l'après. J'aborde aussi également le thème du pardon. Les gens aussi sont très curieux de mon parcours, comment ma médiumnité s'est développée. Je leur raconte finalement le parcours d'une femme ordinaire dans un univers qui l'est un peu moins. Je suis en train de préparer d'où mes lectures autour du livre de Rinpoche sur les karmas et les vies antérieures parce que ça m'intéresse énormément. Voilà, donc autant de thèmes, et puis il m'arrive aussi au sein des associations de lancer des débats sur la médiumnité, l'ésotérisme. Je crois que les gens ont énormément de questions. Et le fait de se retrouver en comité dans ces associations permet de leur donner la parole et de répondre autant que faire se peut à leurs interrogations. Alors vous avez un site internet, que peut-on trouver sur ce site ?
Alors, on peut y trouver déjà mon agenda, où me trouver et quand, qui s'apparente un peu parfois c'est principal. Course du chat et de la souris. Oui. J'ai fait un petit texte introductif pour expliquer qui je suis et comment ma définition de la médiumnité aussi. Les gens peuvent y laisser leur avis, me contacter. J'essaye de jouer le plus possible d'ouverture et de transparence. C'est important. C'est surtout un lieu d'échange. Alors vous allez nous donner l'adresse de votre site internet. Donc vous pouvez me retrouver sur le site anne-medium.fr tout simplement. D'accord. Vous avez un message adressé aux auditeurs ? Oui, je suis ravie de porter ma petite pierre à l'édifice. J'ai toujours eu la sensation que j'allais avoir un parcours extra, plus loin, ordinaire. Et je suis finalement ravie de pouvoir le faire, de continuer mon parcours et de faire de si belles rencontres finalement. Vous savez, j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup appris également dans des univers très intellectuels, très littéraires. Mais finalement, je n'ai jamais autant appris et autant reçu que depuis que je rencontre des anonymes tous les jours qui m'ouvrent leur cœur, leur intimité, parce que perdre un être cher ou demander un éclairage de vie, ça nécessite une confiance avec le médium, avec ce qu'il peut nous apporter. Et je remercie les gens tous les jours de ça, parce que c'est une page d'eux-mêmes qu'ils acceptent de me livrer, et je sais à quel point c'est parfois difficile dans une société formatée. J'ai encore des gens qui viennent dans le secret de leur famille, ou des gens qui quelques mois auparavant n'auraient jamais pensé venir pousser la porte un jour d'un médium. Et je crois que tous ensemble, de cette façon-là, on avance. Anne Tuffigo, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt. Au revoir, bonne chance. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.